Thierry Maz, directeur des ventes. Franck Eschenberger. Merci. Responsable de l'activité manufacturing chez Kionis. Ah. Pas trop s'approcher l'un de l'autre, peut-être? Non, c'est bon. Ok. Donc j'espère que ces premiers échanges vous ont apporté des premiers éclairages. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et comme disait Martin, en préparant cet événement, on a nous-mêmes appris pas mal de choses. Donc, ce matin, on a beaucoup parlé du secteur du transport, de la mobilité, des énergies nouvelles. Le secteur du transport, à lui seul, représente 27% des émissions en gaz à effet de serre pour la France. Donc, évidemment, nous avons choisi de faire témoigner IFP Énergie Nouvelle et Flying Whales, donc ce n'était pas lié au hasard. Et j'en profite pour remercier Christophe Bernat de Flying Whales et Joseph Kermani pour leurs éclairages. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et on a commencé à mettre un pied dans le lien que cela pouvait avoir avec la continuité numérique. Donc le secteur du transport, effectivement, aujourd'hui, on le constate au quotidien, dans notre quotidien, puisque on le voit, nos habitudes commencent à évoluer, la mobilité se transforme progressivement. Ce matin, j'ai failli être percuté par une trottinette, d'ailleurs. Donc effectivement, ça bouge. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Donc la réponse est non, parce que sinon là je m'en vais et je termine. Effectivement, c'est le secteur industriel qui, au sens large, a un rôle essentiel à jouer dans cette transition écologique. Et d'ailleurs, comme l'a présenté Axel au tout début, 62% des dirigeants jugent prioritaire l'objectif de neutralité carbone. Mais aujourd'hui, comment... Donc Franck et moi, on va tenter d'illustrer de quelle manière les solutions de Dassault Systèmes, et en particulier la 3D Experience, contribuent aux enjeux de développement durable. Donc en fait, on a vu ce matin donc, les 17 objectifs de développement durable proposés par les Nations Unies, qui sont en fait des appels à action des différents États, qui se traduisent par des directives locales que va prendre la Commission européenne, par exemple, qui se traduisent aussi par des normes que vont devoir respecter les industriels et notamment aussi les acteurs du transport. Si je prends juste deux exemples, on va donc devoir respecter des normes dans l'industrie de type REACH ou ROHS pour les matériaux qu'on va mettre en œuvre dans ces moyens-là. Et dans les transports, c'est la norme Euro 6, par exemple, qui va mesurer les émissions de polluantes. Donc quand ça se traduit au niveau des industriels, en fait, le challenge qu'on nous demande de satisfaire aujourd'hui, c'est de proposer des meilleurs produits et des meilleurs services, tout en respectant l'environnement et les ressources naturelles de la planète, et aussi les ressources humaines qui composent l'écosystème. Et donc finalement, ces directives européennes et les normes qu'on nous demande de respecter ne doivent pas être des fatalités pour les entreprises, mais des opportunités de transformation. Et cette transformation, c'est une transformation digitale principalement, que va supporter justement la 3D Experience, qui va donner un certain nombre d'avantages sur ces domaines-là. Et ça va transformer 5 domaines particuliers. On en a rapidement parlé dans les séances précédentes. Ça va toucher l'ingénierie, où effectivement, dès les phases de conception, on va devoir tenir compte de ces objectifs de développement durable. Les appros, qui vont principalement toucher l'approvisionnement en matières premières brutes, sourcer ces matières premières et pouvoir les tracer. La production, et pratiquement donc gérer la qualité et la quantité d'énergie nécessaires pour exercer cette production et gérer les déchets qui vont être délivrés par cette production. La distribution de mes produits vers le consommateur ou vers mon client final. Et puis quand on arrive justement au consommateur, c'est le service. Et comment on va mettre en œuvre l'économie circulaire pour que ces produits puissent être à la fois recyclés en fin de vie, mais aussi réutilisés et donner une seconde chance à ces produits. Donc finalement, Thierry, quels seraient les cas d'usage ou les cas d'emploi qu'on pourrait identifier dans ces axes-là, sur lesquels la 3D Experience va pouvoir nous donner un éclairage particulier? Oui,
Alors, on a choisi effectivement 4 cas d'usage qui sont assez représentatifs, assez révélateurs de ce que peut apporter la 3D expérience pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable. Alors, le premier concerne donc tout ce qui a trait à la conformité des produits, à la déclaration et au rapport en termes de matériaux et de substances. Le second, c'est de quelle manière peut-on améliorer la durabilité d'un produit. Donc faire en sorte que le produit soit plus durable, donc comment étendre sa durée de vie, comment réduire, optimiser le produit pour consommer moins de matériaux. Donc ça va être le deuxième cas d'usage. Le troisième cas d'usage que vous voyez à l'écran, donc c'est j'assure la traçabilité de mes matériaux, je sais garantir la conformité environnementale de mes matériaux, j'ai optimisé mes produits, comment faire en sorte de réutiliser ces produits, d'optimiser, de standardiser ces produits. Et enfin, donc c'est un sujet qui a été amené, qui a été déjà présenté, ou en tout cas effleuré par Xavier et Martin tout à l'heure, c'est de quelle manière je suis capable d'évaluer l'empreinte écologique des produits que je conçois dès la phase de conception. Donc ça, c'est ce que Xavier nous a présenté sous le Life Cycle Assessment. Alors je vais démarrer par le premier cas d'usage. Donc le premier cas d'usage, avant de parler plus concrètement de ce qu'est capable de faire la plateforme, donc Franck en a aussi parlé à l'instant, c'est toutes les réglementations auxquelles nous sommes confrontés en fonction de la filière industrielle à laquelle on appartient, et puis également en fonction des régions du globe. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus de normes, et ce n'est pas fini d'ailleurs, ce n'est qu'un début, donc on va avoir de plus en plus de normes. Par exemple, si on prend les restrictions RoHS pour l'Union européenne sur les phtalates dans les équipements électriques et électroniques, donc si une entreprise qui mettrait un produit électronique qui ne répondrait pas, qui ne serait pas conforme aux directives RoHS, encourt des poursuites pénales. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, avec des amendes qui peuvent être extrêmement élevées, sans compter que à cela s'ajoute le coût de retrait des produits et également le remplacement de ces produits, donc coût de redéveloppement, d'industrialisation, de production, etc. Donc finalement, le coût de non-conformité est extrêmement élevé. Mais comment s'assurer que finalement, on a les bons composants qui répondent à ces normes-là? Donc en fait, avec donc, les enjeux de conformité environnementale, c'est d'être capable de contrôler la composition des matériaux jusqu'à la substance. Donc en fait, avec la 3D expérience, on va être capable d'analyser les matériaux à partir de la nomenclature des produits, d'interagir avec les fournisseurs, parce qu'effectivement, à partir du moment où on lance une analyse, on n'a pas forcément toutes les informations disponibles dès la phase de conception, donc on va pouvoir interagir avec les fournisseurs et s'appuyer sur des processus d'approbation qui vont pouvoir valider ou invalider certains fournisseurs en fonction des rapports qu'on sera capable de faire. Et puis, l'objectif, c'est d'être capable de garantir cette conformité-là tout au long du cycle de vie du produit, donc de la phase de conception à la production, jusqu'à la mise sur le marché et jusqu'à la phase de recyclage. Il y a une petite vidéo qui présente, alors elle est très rapide, elle dure 30 secondes, j'ai déjà trop parlé, donc en fait, si tu peux la relancer, juste... Ouais, elle tourne, mais elle tourne trop vite. Elle va se relancer. Donc l'idée, c'est de partir de la nomenclature d'ingénierie, par exemple. Alors, on va la laisser relancer depuis le début. Voilà. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Normalement, elle devrait repartir. Non. Oui.
Voilà. Donc de la nomenclature, on va pouvoir lancer une analyse qui va permettre finalement de dashboarder les substances. Donc, et ce qu'on voit à l'écran, donc on va avoir un certain nombre de KPI. On va pouvoir interagir avec le fournisseur et compléter finalement l'analyse complète et identifier les composants qui ne seraient pas conformes. Une fois qu'on a établi la liste des bons composants qui sont en conformité, tout au long du cycle, jusqu'à la phase de production et de mise sur le marché, on est capable d'éditer des rapports à tout moment qui permettent de garantir cette conformité avec une traçabilité. Voilà. On aborde maintenant le thème de la durabilité des matériaux, justement, et on va considérer 3 principaux domaines. Le premier, c'est tout ce qui est montage, démontage, et donc au niveau des stades d'études, faire des simulations pour assurer que le produit, dans sa vie, va pouvoir être réparé. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est ce genre de choses, donc nos smartphones, qui aujourd'hui, pratiquement tous, ont une seconde vie. Donc il y a toute une économie qui s'est mise au travers de ce business-là, où on change l'écran, on change la batterie, et le téléphone est remis en circulation. Donc dans nos produits, c'est un petit peu le même principe, c'est de faire en sorte que, dès la conception, on pense au démontage et au recyclage du produit. Deuxième type de simulation qu'on va pouvoir trouver, c'est justement lié aux matériaux dont on vient de parler à l'instant, c'est leur cas de charge, et fonction des types de matériaux qu'on va faire, dans leurs usages de tous les jours, comment on va pouvoir améliorer cette durabilité et faire en sorte d'éviter une obsolescence qui soit trop rapide. Et le troisième domaine, c'est lié aux environnements de production. Et il y a des choses qui ont énormément progressé ces dernières années, notamment c'est tout ce qui est impression 3D. Donc je vais illustrer ça par 2 cas. Dans l'offre d'Assosystèmes, aussi dans la 3D Experience, il y a une offre de simulation qui est très vaste. Et je vais commencer par le sujet du generative design, où à partir d'un assemblage déjà préexistant, ou d'une pièce vierge d'ailleurs, je vais définir des contraintes et des objectifs que je veux satisfaire en termes de masse, par exemple, en termes de type de matériaux, et avec des contraintes mécaniques que je dois affecter à mon matériau. Et en fonction de ça, le système va me proposer différentes possibilités, solutions, en fonction du résultat que je souhaite obtenir, si je suis en soustractif, si je suis en additif. Et par exemple, sur cette vidéo que l'on voit là, il va me proposer une pièce usinée et une pièce faite en additif manufacturing, et je vais pouvoir comparer les moyens de production que je vais mettre et quel est le plus vertueux pour obtenir et satisfaire les objectifs finaux que j'ai fixés au début. L'impression 3D aussi, c'est évidemment extrêmement vertueux dans le domaine dont on parle, puisque on voit l'exemple ici sur une pièce. J'ai 2 pièces, une manufacturée en classique et une en additif. Elles pèsent le même poids. Je suis parti d'un bloc matière de 4 kg et je suis parti d'un bloc de poudre de 1 kg. Donc vous imaginez déjà le gain matière qui est très important. L'exemple qu'on a vu juste après, qui est passé très très vite, ça concerne Renault, qui a fait un test sur un moteur de camion. Le poids du moteur était de 525 kg. Par le generative design qu'on a vu là, on a économisé 120 kg de pièces, et sur un assemblage de 800 pièces, on a gagné 200 pièces. Donc il n'y a plus que 600 pièces dans l'assemblage. Et la dernière petite vidéo qu'on a vue, qui était assez importante aussi, c'est que ça permet, en termes de réparabilité, de rajouter de la matière métallique sur des pièces qui ont une très haute valeur ajoutée. Et plutôt que de la refaire ou de la transformer, je vais la réparer. Et les petites simulations que vous avez pu voir aussi, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors là, c'est dans du métallique, mais vous avez peut-être déjà vu maintenant qu'on conçoit et qu'on fabrique des bâtiments avec des robots pour déposer du béton, pour concevoir et fabriquer des bâtiments en matériaux durables. Alors le troisième cas d'usage, il concerne en fait toujours la plateforme Dassault-Systèmes offre la possibilité d'accéder à une marketplace en cloud avec la 3D Experience plateforme. Ça permet en fait aux industriels, aux utilisateurs d'être en ligne, enfin d'être en contact. On parlait de collaboration, des bénéfices de la collaboration dans le développement durable. Donc là, ça permet d'avoir accès à
des milliers de fournisseurs, donc des millions de produits en ligne. Et l'idée, alors c'est un petit peu contradictoire par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais l'idée c'est de pouvoir compléter ces produits, toute la partie sourcing, à partir de catalogues en ligne et d'avoir accès à toute l'information en lien avec les produits. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de définir, donc il y a un moteur de recherche finalement qui est basé sur des recherches par similarité 3D. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir d'une pièce qui va être rapidement conçue, draftée dans la plateforme, on va pouvoir faire des recherches de pièces similaires qui existeraient déjà, qui sont conformes, où on a des caractéristiques techniques qui permettent de garantir la conformité de la pièce. On va pouvoir également accéder, compléter la décision effectivement par rapport aux fiches techniques, et on va pouvoir aussi définir une stratégie de sourcing, par exemple, définir des fournisseurs privilégiés, par exemple, et la solution va permettre de définir des standards, des catalogues de pièces qui vont être réutilisables par les concepteurs de manière intuitive. Donc je propose qu'on passe à la vidéo qui va expliquer tout ça. Donc là, on est dans la plateforme, on accède à la marketplace, donc c'est de manière complètement transparente. Donc on accède à des bibliothèques de composants qu'on va pouvoir chercher et comparer. Donc là, petite recherche qui est faite. Et une fois qu'on a trouvé un composant, on va pouvoir accéder à toutes les caractéristiques techniques, les descriptions, la provenance, les matériaux utilisés, est-ce que c'est la conformité, vérifier que donc on est bien conforme au cahier des charges et aux réglementations en vigueur, et on va pouvoir effectuer aussi des comparaisons, soit sur la base de similarité 3D, ou on le voit sur la droite, un composant qui est complètement différent, mais qui a des caractéristiques techniques similaires, parce que il y a des attributs effectivement qui sont comparables. Et puis on va pouvoir sélectionner, donc ça c'est le service achat, par exemple, de l'entreprise peut définir une liste de fournisseurs privilégiés, ce qui va permettre à la personne qui recherche d'orienter plus facilement sa recherche dès le départ et d'être conforme à la politique d'achat de son entreprise. Donc, une fois qu'on a sélectionné un composant, on va pouvoir évidemment l'importer dans la 3D Experience Platform en format natif ou dans un format, si on continue d'utiliser CATIA V5, je sais qu'il y en a encore dans cette salle, donc en format CATIA V5 ou voire SolidWorks ou STEP pour les malchanceux. Alors, une fois qu'on est là, j'ai pris cet exemple dans CATIA V5, qui est encore très populaire. Donc là, on voit un concepteur, par exemple, qui a défini un support, le support, la pièce en jaune, et donc on a un accès à la plateforme qui va automatiquement reconnaître, identifier des pièces qui ont été catégorisées, qui sont comme des éléments standards, et par comparaison, similarité 3D, on va pouvoir accéder à cette pièce automatiquement et décider de la remplacer. Donc, dès le départ, ce qui est intéressant, c'est que le concepteur, automatiquement, il sait que cette pièce-là, elle est standard, elle est validée, elle est conforme, et ainsi, on évite de réinventer la roue systématiquement. Donc, quatrième cas d'usage, Franck ? Dans le quatrième cas d'usage, on va illustrer justement ce que Xavier nous a parlé ce matin. Donc, c'est l'empreinte environnementale que peut avoir mon produit sur tout son cycle de vie. C'est très bien d'avoir utilisé tout ce qu'on a dit précédemment, donc avoir fait le meilleur produit en conception, en utilisant les bons matériaux et en faisant de l'éco-design. Mais en fait, ici, ce que je veux, c'est remonter d'un cran et faire l'analyse globale de l'empreinte environnementale que peut avoir mon produit sur tout son cycle. Je parlais tout à l'heure des 5 axes sur lesquels je vais pouvoir agir. On a agi sur la conception, mais là, on va regarder la suite des événements, à savoir les appros, la production, la distribution de mon produit et son usage auprès des clients. Et donc pour ça, on va se définir un certain nombre d'objectifs. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de ce qui est affiché à l'écran, à savoir une enceinte connectée qui est composée de pièces plastiques, pièces métalliques, de câblage, et donc d'électricité et de batterie et d'électronique. Vidéo, please. Et donc les premières choses qu'on va définir dans la plateforme, lorsqu'on va utiliser ce produit, c'est définir les objectifs
que je veux atteindre. Donc je vais me donner une cible, par exemple de CO2, je vais choisir les différents critères que je veux piloter, et je veux me donner un objectif d'atteinte d'une target. Ça peut être des émissions donc, de type CO2 ou de type, comme on peut le voir ici, donc je choisis une target, mais j'aurais pu prendre la consommation d'eau, etc. Donc on se donne un certain nombre d'objectifs, et je vais réutiliser directement les composants de la maquette numérique que l'on voit à gauche, notamment son poids, etc. Le matériau, il a été choisi directement en amont. Je vais définir ici les moyens de production. Je suis en injection plastique. Et en fait, Dassault Systèmes, dans cette plateforme, a intégré, a passé un partenariat avec une association qui s'appelle EcoEvent, qui est une base de données qui contient 18 000 modes de conception ou de fabrication par l'humain. Et donc, il va donner un certain nombre de métriques et d'impacts. Évidemment, vous pouvez aussi modifier les datas, par exemple, parce que votre donneur d'ordre ou votre fournisseur vous a donné des informations sur son propre cycle d'usage. Et avec toutes ces informations-là, on va choisir quel type de méthodologie je veux utiliser pour faire mon calcul. Par exemple, EF 3.0, qui est la méthode utilisée mise au point par la Commission européenne. Et puis, je vais avoir, donc là, typiquement, je rajoute des informations qui sont propres à ma connaissance. On appelle ça justement toutes les activités humaines qui font partie donc, de cette base de données dont je parlais tout à l'heure, qui contient 18 000 activités différentes. Je pensais que j'étais un peu plus loin dans la vidéo, je parle trop vite. Donc ça, c'est des choses que je sais mesurer et que j'amène dans la plateforme. Et puis en fonction de la méthode que je choisis, là en l'occurrence j'étais sur EPS, je passe en 1.0, j'ai un résultat, j'ai une simulation qui me donne un certain nombre de résultats. Et c'est avec ce genre de choses que je vais pouvoir communiquer, notamment auprès Et on voit tout de suite l'écart par rapport à ma target. On voit quel est le poids des différents composants. Ici, typiquement, la batterie. Après, c'est les pièces plastiques. Je sais que j'ai quelques difficultés à changer la batterie, donc je me dis, tiens, peut-être que finalement, c'est sur le matériau plastique que je vais choisir, qui va pouvoir avoir une importance. Ça, c'est au niveau des phases de distribution. On voit que le manufacturing et le raw material, le poids des différentes choses. Donc, je sais sur quoi je vais pouvoir agir si je veux améliorer la performance et me rapprocher de la cible que j'ai définie tout à l'heure. Ou m'en écarter, par exemple, selon les différents écarts que je veux mesurer. Et donc, typiquement, on va décider de changer le matériau de mon étude, donc de la pièce, par un matériau plastique recyclé, et on va pouvoir comparer les deux scénarios et choisir, puisque c'est une aide à la décision, qui va nous permettre de choisir quel est le produit que je vais mettre au point ou fabriquer qui aura le moins d'empreinte environnementale. Eh bien, merci, Franck. Eh ben, je t'en prie. Voilà, je crois qu'on a terminé. En résumant à nouveau les 4 cas d'utilisation. Donc, la conformité des matériaux, la durabilité étendue, la recherche de pièces et la standardisation, réutilisation de composants, et enfin, ce qu'on vient de voir à l'instant, qui est arrivé avec la dernière version de la plateforme, donc extrêmement innovant, comment mesurer l'impact environnemental de mon produit. Donc tout ça, ça a été possible. Donc effectivement, c'est l'intérêt d'avoir la 3D Experience, parce qu'elle permet donc, je pense, vous serez tous d'accord pour dire qu'elle permet de répondre aux enjeux environnementaux des industriels et des consommateurs. Et effectivement, tout cela est possible parce que cette plateforme, elle n'est pas uniquement une plateforme PLM. Alors, souvent, nos clients nous contactent en disant « j'ai un projet PLM » et on arrive avec la plateforme. Et c'est vrai que le moteur de la plateforme, c'est un moteur PLM. Mais cette plateforme, elle permet d'embarquer toutes les disciplines, toutes les technologies de Dassault Systèmes. C'est en ça qu'elle est unique et elle permet de travailler sur une donnée unique. Et c'est finalement le bénéfice global qui est apporté par la continuité numérique qui est au cœur de la 3D Experience. Donc, effectivement, c'est bien résumé. On est passé d'un mode classique qu'on connaissait, c'est pas forcément vrai d'ailleurs dans tous les domaines, mais ici, on était en mode fichier, gestion de fichiers, vers une continuité digitale, comme l'a expliqué à l'instant Thierry. Mais la transformation digitale des entreprises ne passe pas uniquement
que par la plateforme PLM 3D Experience. On va demander aux gens de Dassault Systèmes de se boucher les oreilles. Non, pas du tout, mais on sait très bien que le système d'information qui sous-tend cette transformation n'est pas exclusif au monde PLM, puisque les process d'entreprise, eux, sont transverses. Ils peuvent naître dans le PLM, mais souvent, derrière, quand on rentre dans les modes d'exploitation dont je parlais tout à l'heure, les appros, la logistique et le service, dans un autre domaine qu'on appelle l'ERP. Et c'est ce que je vais vous montrer, parce que vous n'avez pas fini avec moi, dans la prochaine session où on va faire le lien entre le monde du PLM et le monde de l'ERP.